Bonjour, bienvenue à cette petite présentation sur Conan, le gestionnaire de paquets CC++, enfin un gestionnaire de paquets CC++. Je m'appelle Geoffrey Legoirec, je vais me présenter rapidement. Voilà, on est ensemble pour 30 minutes pour un petit guide, enfin une introduction, on va dire, orientée pratique de ce que c'est que cet outil et si ça peut vous intéresser. Donc on va introduire le problème. Qu'est-ce qu'on essaie de résoudre comme problème? Rapidement, on va parler de plateforme, on va parler d'environnement de développement plus ou moins complexe. Et puis ensuite, on va introduire la notion du gestionnaire de paquets langagier et non pas binaire, comme auquel on est plus habitué avec d'autres langages que le CC++, et a fortiori dans l'embarqué, où ces langages sont rois. Et puis ensuite, on va avoir une introduction en pratique. On va tirer quelques conclusions de tout ça. Alors rapidement, moi qui suis, je m'appelle donc Geoffrey, je suis ingénieur de l'école qui s'appelle EPITA, promo 2017, donc je suis un petit jeune, et je travaille à Smile, dans la division embarquée qui s'appelle ECS, Embedded and Connected System, qui co-organise cet événement. Merci à eux de me laisser la possibilité de faire cette présentation. Je suis depuis 3 ans, voilà, j'ai touché un petit peu à tout, en termes d'OS, de Linux, Zephyr en passant par Android. Aujourd'hui, on va parler plutôt de Linux et d'OS comme ça, orienté serveur ou pas trop mobile. Serveur ou embarqué, bien sûr. Voilà. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'en CC++, la distribution et la redistribution de ce qu'on produit, en lib, en module, etc., n'est pas très homogène. Et c'est pas très réussi par rapport à d'autres langages. Par exemple, Python à pip, Rust à crate, Golang à ses modules, etc., etc. Il y a plein de langages aujourd'hui qui ont une notion de module qui floute la frontière entre ce que c'est que le local et le distant quand on travaille en communauté, que ce soit avec son équipe ou avec le reste du monde, vu qu'on fait de l'open source. Et en fait, on va voir que ça a certains inconvénients de ne pas avoir cette notion, qu'on va essayer de gommer ensemble. D'autant qu'en CC++, on a une pléthore d'outils de toolchain qui dépassent ce qu'il y a dans les autres écosystèmes langagiers. Et comme on fait du natif, a fortiori, on est plus proche des problèmes de compatibilité binaire entre les différentes plateformes. Alors, justement, en parlant d'outillage, on va donner quelques noms. Tout le monde s'est déjà battu avec son voisin pour décider si c'est Make ou AutoTools ou Meson ou ce que vous voulez était mieux. Il n'y a pas vraiment de gagnant, ça, on a un écosystème qui est très fragmenté en C, en C++, et ça complexifie certainement la donne. On a aussi des compilateurs différents, évidemment on a des plateformes différentes, donc aujourd'hui on va s'intéresser plutôt à de l'OS entre guillemets polyvalent. Conan n'est pas disponible sur les OS temps réel, style Zephyr, qu'on connaît aussi dans l'embarqué, donc je vais me concentrer sur du Linux / Windows aujourd'hui. Mais il n'empêche que tout ça, ça définit l'ABI, la compatibilité binaire de nos programmes, et qu'elle a tendance à en souffrir de cette complexité, parce que si vous avez déjà fait l'expérience, essayer de mélanger des ABI ensemble, même dans un même OS, en général c'est une catastrophe. Donc il ne faut pas faire ça. Et dans le doute, on se retrouve à toujours recompiler ce que fait son voisin, et ça va de pire en pire avec la combinatoire en termes d'environnement de développement, mais aussi de production, dans nos projets. Alors, rapidement quand même, où est-ce qu'on se place? Le CC++, ce sont des langages qui sont orientés header, ce qui est assez rare aujourd'hui. On va séparer l'implémentation de l'interface, ce qui a quelques avantages en termes de clarté et de compréhension, mais ça va désynchroniser, enfin, ça va demander de resynchroniser toujours les deux bouts quand on exporte quelque chose, et c'est facile de se tromper. Et surtout quand on doit publier son travail, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de façon standard de le faire. Alors le code source, oui évidemment, mais si vous voulez publier votre lib sur diverses distributions Linux, la première qui utilise RPM, l'autre .deb et que sais-je, vous allez devoir répéter un travail de packaging qui est sans doute très adapté pour l'intégrateur de la distribution Linux, mais pas forcément pour vous. Je me place du point de vue d'un développeur. Hein. Vous, développeurs, ce que Conan, on va voir, c'est une solution qui vise plutôt les développeurs. Donc est-ce qu'on peut avoir cette idée, ce concept en CC++? La réponse est oui, bien sûr. Mais concrètement, comment ça arrive, ce genre de souci chez vous, dans votre projet? En fait, ça dépend. Si vous avez un projet où en fait, tout le monde travaille sur Debian et la plateforme qui a été choisie pour mettre dans votre cible embarquée, c'est du Debian, la même version,
vous pouvez très bien vous en sortir. Vous allez avoir les mêmes paquets, tout le monde va avoir le même environnement de développement. Idéalement, tout le monde va faire du CMake. Ça va bien se passer. Maintenant, vous pouvez avoir une distribution qui est maison, que ce soit du Buildroot, du Yocto, etc. Yocto a un avantage, il vous permet d'exporter un SDK aux développeurs, donc entre guillemets c'est mieux. Vous êtes plus agile, plus flexible dans ce que vous pouvez donner, vous, équipe d'intégrateurs, à l'équipe de développeurs. Mais ça reste un peu tatillon. OpenSSL est un très bon exemple de ce qui arrive dans Yocto quand on essaie de faire cohabiter des mêmes versions d'un programme patché dans tous les sens, parce qu'on en a besoin, mais c'est pas forcément. C'est une gymnastique, ça reste une gymnastique. Et après, le pire, entre guillemets, c'est quand vous avez plus d'une plateforme, plusieurs distributions Linux, ou Linux et Windows, une situation que je rencontre actuellement chez un client d'ailleurs. Il y a du Linux et du Windows, certains outils sont sur Windows, des outils de build j'entends, d'autres sont sur Linux, etc. Il y a des binaires qui doivent tourner sur les deux plateformes, c'est compliqué. Et on se retrouve à backporter, on se retrouve à faire des packaging à la main, parce qu'évidemment tous les libres ne sont pas sous CMake, donc on perd de l'avantage qu'on avait cru gagner en portabilité en utilisant CMake, ou AutoTools, ou ce que vous voulez. Et voilà, donc on perd pas mal de temps. Donc en gros tout va bien, jusqu'à ce que la vitesse des développeurs, quand je dis la vitesse, c'est l'exigence en termes de les features qu'il faut avoir, la dernière version qui vient de sortir de Boost pour un développeur C++, qui va râler parce que ce Debian elle est trop vieille. Voilà. Quand on commence à avoir ce genre de soucis, plus l'environnement est complexe, plus un outil comme Conan en fait pourra être judicieux. Alors une image valant 1000 mots, on a tous vécu cette situation je pense. À gauche vous avez des paquets qui sont fournis par la distro que vous avez choisi, peu importe laquelle. Donc tout va bien, et quand vous commencez à développer l'application B, qui est dans le carré bleu à droite, elle a 4 dépendances en tout, et 3 d'entre elles ont été packagées par vous, ce que j'ai mis en violet dans l'encart My Company, parce que tout simplement c'était pas dispo dans, admettons, Debian 9, je dis n'importe quoi. Donc la libbar, la boost et la libfoo, ces deux dernières étant d'ailleurs dupliquées, comme vous pouvez le remarquer. Donc maintenant vous avez deux versions concurrentes pour votre même cible. Se tirent la bourre, et il faut les repackager à la main, les recompiler, avec plus ou moins de douleur. Donc comment est-ce qu'on peut régler ça? Alors on peut utiliser un gestionnaire de paquets langagier en particulier parce que ça va de suite placer le développeur au centre de l'attention. En fait, quand vous avez un gestionnaire de paquets dit binaire, comme le PKG par exemple, effectivement vous êtes au niveau binaire, donc vous packagez quelque chose, vous arrivez en fin de cycle, après le développement, vous prenez des artefacts et des points SO et des headers, vous les packagez, mais vous n'avez rien à voir ni avec le système de build, ni même avec le développeur qui a fait son travail. Donc encore une fois, c'est très bien pour l'intégrateur, pour maîtriser l'intégration et la qualité des paquets sur une distribution qui est réputée pour comme Debian, encore une fois. Par contre, quand vous êtes avec un gestionnaire de paquets langagier, vous êtes au niveau source. Vous allez suivre le workflow, la façon de travailler du développeur, ce qui prête bien en général, ça prête plus à la portabilité, cet effort. Ça se prête aussi à une meilleure intégration dans l'intégration continue, pour le coup. Et vous êtes plus proche du système de build, donc vous avez peut-être un peu plus de flexibilité. Ce qui est important de noter, c'est qu'au final, vous allez donner la responsabilité du packager au développeur. Vous êtes en train d'essayer de faire d'une pierre deux coups. Alors quelques exemples quand même pour dire que Conan n'a pas inventé la roue. Conan c'est assez récent, hein. Ça doit avoir 5 ans et encore en termes de stabilité. Les paquets, entre guillemets, ça existe déjà par exemple pour CMake ou pour Meson, qui font une espèce de surcouche d'eux-mêmes pour distribuer de façon relativement facile des binaires. Vous avez aussi des plateformes qui essaient de jouer le jeu avec ça. Windows par exemple a quelque chose qui s'appelle VCPKG, que j'ai pas touché personnellement, et qui marche pas que sur Windows d'ailleurs. Et même dans Linux, vous avez des gestionnaires de paquets dits source, comme Arch Build System, qui est utilisé par Pacman, le gestionnaire de paquets en rolling release pour Arch Linux. Et puis vous avez vous avez des solutions qui vont essayer d'adopter une méthode générique, et Conan en fait partie. Donc là, au fait, vous allez utiliser un langage de recette, on va voir que c'est du Python pour Conan, comme vous feriez du bitbake pour du Yocto. Vous définissez une recette pour votre paquet,
Et vous allez vous efforcer de régler, enfin de scotcher les problèmes de portabilité à ce niveau-là, mais avant d'avoir une définition absolument unique. Et donc c'est le parti pris par un outil comme Conan. Alors en pratique, comment ça se passe? Quelques principes de base pour comprendre. Ça va où? Qu'est-ce que vous en faites de Conan, en fait, si vous l'utilisez pour votre projet? En fait, ça va se situer au-dessus de votre méta système de build. Donc CMake, Meson, encore une fois. Donc un générateur de Makefile ou de Ninja, peu importe. Et vous allez en fait générer des petits bouts comme ça, en définissant des dépendances. Et vous allez donner à Conan la responsabilité de générer un maximum d'informations sur où trouver les headers, etc. dans un sysroot approprié. Là où avant, vous faisiez peut-être apt install de malib dans le file system global de votre distri, ce qui évidemment ne se prête pas du tout à avoir des versions concurrentes par ailleurs. Et vous allez donc suivre un workflow naturel comme ça, où vous allez, comme d'habitude, installer vos dépendances, tirer les sources, builder, etc., etc. On va voir qu'il y a des petits tuyaux pour refléter ça très simplement. Mais si vous faites que tirer des dépendances, on va voir un exemple tout de suite, il n'y a vraiment pas beaucoup de travail à faire. L'important, c'est qu'on a cette idée de workflow qui est imposée par l'outil en ligne de commande Conan. Alors, si vous consommez des libs, on va voir un exemple avec la libcurl, vous écrivez ce qu'on appelle un manifeste, qui est dans un format très simple, où vous listez vos dépendances. Voilà. Et éventuellement d'autres contraintes que vous pourriez avoir, des options particulières par exemple. Ce qui vous permet de définir l'ABI que vous voulez. C'est important parce que Conan, il va vous permettre de dire ah, attention, j'ai besoin de la lib Z par exemple, mais avec cette option, en mode debug, avec des symboles, voilà, avec cette configuration. Et vous allez avoir en face le packager qui écrit donc sa recette, comme je vous l'ai dit, en Python, cette fois, qui va lui définir la combinatoire possible pour le paquet en termes d'environnement binaire, sur quel OS est-ce que c'est censé compiler, sur quelle architecture matérielle, etc. Et donc les informations vont être croisées par Conan, qui va faire le seul boulot pour nous, pour nous faciliter la vie au maximum quand il va falloir croiser les deux. Et enfin, vous avez une notion de cache, comme dans beaucoup de gestionnaires de paquets langagiers aujourd'hui, un cache par utilisateur qui va dire si la dépendance que je te demande, tu la trouves pas, cherche-la dans le cache. Si tu la trouves pas dans le cache, cherche-la peut-être dans un cache distant. On peut ranger dans des serveurs, on verra ça à la fin, qui sont juste des serveurs d'artefacts. En fait, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intelligence derrière. Et si vraiment j'arrive pas à trouver pour la version, l'ABI dont j'ai besoin, je vais tirer la recette moi-même et puis essayer de la compiler moi-même, tout simplement. Voilà. Alors comment est-ce qu'on consomme un paquet? En fait, vous allez écrire votre manifeste, donc qui s'appelle conanfile.txt, dans un format qui est en fait ini, donc très simple. Vous allez faire conan install, la commande conan install dans votre shell pour lire ce fichier et parser les dépendances, et générer un certain nombre de fichiers de sortie, y compris, on va le voir tout de suite, peut-être le bout de CMake dont vous avez besoin pour raccrocher les variables, les imports dont vous aviez besoin initialement, et qu'avant vous mettiez à la main dans votre CMake list. Et ensuite vous buildez comme d'habitude. Donc là on a un exemple où on a besoin de 3 paquets, A, B et C. Le A, on l'a trouvé nulle part, donc on l'a recompilé chez nous. Le B, on l'a trouvé dans notre cache, local, utilisateur, sur notre machine. Et le C, on l'a pas trouvé chez nous, mais on l'a trouvé dans le serveur de notre équipe. Bon. Donc B et C sont des paquets binaires, précompilés qu'on a fetchés. Alors que A, on a fetché la recette, ensuite on a fait les sources, on a buildé, etc., etc. Le fait est que tout ça, ça a enrichi notre cache, et donc notre cache local, c'est une vision perpétuellement évolutive de notre répertoire à nous de paquets, par rapport au reste du monde. Alors on va voir tout de suite comment écrire un manifeste avec un exemple qui utilise libcurl et CMake. Hop. Alors, on va dans Workflow Consumer. J'ai une petite application qui est toute bête qui va fetcher un article sur le blog Linux Embedded de notre entreprise, de SmileCS, avec la libcurl. Le code est trivial, donc je ne vous fais pas l'affront de vous le montrer. Mais en gros, on a un CMake list qui est très basique, où on va voir que, outre la définition de mon exécutable, qui ne devrait pas poser de surprise, on utilise une variable particulière qui s'appelle conanlibs, qui va être générée en fait pour
aller chercher automatiquement ce qui a été généré par nous, donc on n'a même pas à dire explicitement je veux que tu me links contre la libcurl, en l'occurrence. Et ensuite, on a cette espèce de petite fonction magique, Conan Basic Setup, et ce fichier Conan Build Info, qui pour l'instant n'existe pas, comme vous pouvez le constater, mais qui va contenir tout ce dont on a besoin. Le Conan File, lui, qui nous intéresse, il est vraiment très simple, j'ai besoin de la libcurl avec la version 7.73.0. Bon, c'est la dernière version disponible sur le dépôt public. Et je veux un générateur CMake, donc ça veut dire que je veux que tu me génères un fichier CMake list que je vais pouvoir importer. C'est le fameux, vous avez compris, CMake list qu'on vient de... Enfin, conanbuildinfo.cmake que vous venez de voir dans mon CMake list à moi à l'instant. Donc ce qui va se passer, si on déroule le workflow, hop, alors je vais recommencer depuis le zéro, on va faire le répertoire de build comme d'habitude, on va aller dedans, et là où avant on aurait fait un CMake point pour lancer la configuration, chercher les dépendances, etc., peut-être faire un CMake find package et compagnie. Là en fait je vais faire un Conan install de point. Il va chercher le Conan file.txt et il va aller chercher un certain nombre d'informations. Alors comme j'ai fait l'exercice tout à l'heure en répétant la présentation, en fait il existe déjà. Libcurl, il est dans mon cache. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'elle dépend d'autre chose et elle est cherchée tout seul. La libcurl elle dépend de OpenSSL et elle dépend de la zlib. Si je supprime ma version de la libcurl de mon cache, ce que je vais faire ici, et que je réinstalle, cette fois-ci la libcurl ne va pas être trouvée, et elle va me la chercher. Donc là, elle est allée chercher bien la version binaire, encore une fois, tout ça c'est des binaires. Il me l'a téléchargé, aussi bien la recette que le paquet en lui-même. Ceci étant fait, on se retrouve avec plein de petits fichiers sympathiques, et celui qui nous intéresse le plus, c'est le premier là, qui est très verbeux, mais juste pour vous montrer, ce qui nous intéresse nous, par exemple, pour la libcurl, c'est qu'en fait, voilà toutes les variables que nous a exportées Conan, qui ont un nom qui est tout le temps généré, sur en fait le chemin vers notre cache, cette espèce de chemin bizarre avec un H, en fait c'est le chemin vers notre cache Conan. Et en fait derrière il va être capable de dire bon bah mes libs, mes binaires, mes headers, etc. sont rangés là. Donc on a une notion de 6 routes. Ce qui est très bien pour faire vivre ensemble plusieurs versions de façon concurrente. Enfin pas pour le niveau d'une application, vous l'avez compris, mais pour deux applications comme tout à l'heure, A et B, qui dépendent de deux versions de Boost par exemple. Donc ça nous génère plein de trucs, et en fait on a juste besoin maintenant de faire notre CMake habituel. Il va aller chercher et inclure les informations qu'on a regardées ici, qui ont été générées, et à partir de là je peux builder comme d'habitude. Voilà. Donc maintenant je peux lancer mon binaire, il a été buildé, linké, il peut aller me chercher la page HTML de l'article de mon collègue Hugo Horta. Voilà. Mais ce qui est un peu intéressant de noter, c'est que ça n'a pas nécessité beaucoup de modifications au niveau du CMake list. D'ailleurs, on aurait pu faire encore mieux. On aurait pu ne pas avoir du tout besoin de modifier le CMake list avec les dernières fonctionnalités de CMake 3. Mais peu importe. Le fait est qu'on on aurait pu faire ça avec 1, 2, 3, 4 dépendances. La taille de mon CMake list n'aurait pas changé. Sauf si j'ai des contraintes particulières en termes peut-être de flag que j'ai envie de mettre. Mais tout doit être exprimé dans mon manifeste. Voilà. Alors ceci étant dit, si maintenant je veux créer mon paquet pour ma lib, je vais suivre un workflow. Encore une fois, ceux qui font du Bitbake vont reconnaître, sauf que c'est un peu plus simple. On va détailler les étapes pour construire mon paquet. Donc, encore une fois, au niveau de Conan, tout ça, ça prend pas en compte le build en lui-même. C'est pas Conan qui va faire votre makefile. Lui, il voit les méta-générateurs de makefile. On va installer les dépendances, encore une fois. Cette fois-ci, ensuite, on va pouvoir dire tire-moi les sources, compile, package. Donc package, je vais bien mettre les binaires. Ça, c'est le boulot d'avoir un répertoire où on va avoir juste la sortie du processus de build. Et ensuite, export package qui va renvoyer vers le cache cette version. Donc ça, c'est des étapes manuelles qu'on utilise beaucoup quand on développe le paquet nous-mêmes. Alors comment est-ce que j'écris ma recette? Je vais l'écrire en Python dans conanfile.py, qui en fait va s'attendre à ce qu'on implémente une classe, tout simplement. Il y a une classe Python Conan,
qui va nécessiter qu'on utilise certains attributs et certaines méthodes, qu'on implémente certaines méthodes pour avoir le comportement attendu. Donc on va se brancher dedans assez simplement. Comme c'est du Python, on reste très libre de ce qu'on fait, hein, on peut tout à fait définir des méthodes à côté, en essayant de rester relativement standard. Évidemment, il y a des recettes qui font des choses pas terribles quand elles y sont obligées, mais c'est un problème universel, je dirais, c'est pas lié à Conan. Et on va voir un exemple tout de suite avec la lib FMD, qui est une lib de format de texte du C++. Alors, en fait, on va aller dans le dépôt Git qui s'appelle Conan Center Index. Conan Center, c'est un peu comme le Docker Hub si vous avez fait du Docker. C'est un site où vous avez des versions publiques open source, des paquets pour un certain nombre de libs. Et toutes les recettes sont en fait dans cet unique dépôt Git, ce qui est très pratique lorsqu'on essaie de les recompiler soi-même ou qu'on veut les modifier parce qu'on a un patch à proposer, etc. Donc là, je suis dans la recette d'FMT, donc FMT qui est une lib header only, si je vous dis pas de bêtises. Donc en l'occurrence, elle a une version qui est utilisable par tous en termes d'ABI. Je reviendrai sur la question de la finesse de l'ABI tout à l'heure. Et voilà le workflow que je vais essayer de vous proposer. J'ai des mots que je vais supprimer ici parce que je l'ai fait tout à l'heure, encore une fois. Je vais dérouler l'installation de mes dépendances. En l'occurrence, FMT n'a aucune dépendance. Bon, voilà. Et donc là, dans Demo Build, on a les mêmes fichiers que tout à l'heure. Jusque-là, pas de surprise. On a les mêmes fichiers que quand on était consommateur. Maintenant, on va tirer les sources, on va faire dans l'ordre. Hein. Donc on va tirer les sources d'FMT. Hop, il va nous les chercher à distance. Il nous exporte un certain nombre de patchs. Vous voyez que les développeurs ici, ils ont 3 patchs qu'ils emmènent au niveau du paquet Conan. C'est possible de faire ça pour mettre par-dessus les sources de base. Pour des raisons diverses et variées. Là par exemple, on voit qu'on a un patch pour MingW Visual Studio, donc on imagine qu'ils en ont eu besoin pour la portabilité pour Windows. Une fois qu'on a fait ça, on va lancer le build. Notez qu'à chaque fois, en fait, je donne des chemins vers des répertoires qui sont différents. Conan respecte l'idée de séparer répertoire de source, répertoire de build, etc., ce qui nous facilite la vie. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'arguments pour tout faire dans le même répertoire, donc c'est très bien comme ça. Hop. Notez qu'il n'a pas tiré de dépendance. Il compile notre lib. Et ensuite, voilà. On package, et donc package ça va être l'étape où on va se retrouver avec juste les morceaux qui nous intéressent, c'est-à-dire du point de vue celui qui va utiliser la lib. Donc là si je regarde dans Demo Package, voilà, j'ai mes include, FMT, etc. La lib qui va contenir, on s'en doute, les points ou les points SO, c'est un point en l'occurrence, et ils ont rajouté la licence. Donc ça c'est le paquet, c'est la même chose que si on avait un paquet binaire avec point .dev, c'est ce qui nous intéresse. Et le Conan export va renvoyer cette information qui pour l'instant est dans mon répertoire de travail, là quelque part sur mon file system, vers mon cache, avec un nom particulier qui est formaté d'une façon particulière, c'est le nom du paquet, la version, c'est la 7.1.2, arrobase l'utilisateur, donc là c'est mon pseudo clumsyape, et démo, c'est voilà, ce qu'on appelle un channel. C'est un peu comme les branches de Git, vous dites, voilà, c'est une version de debug, version de release, etc. C'est un petit twist qui permet de différencier différentes catégories de build et qui est complètement à la discrétion de vous et de votre équipe. Encore une fois, c'est le genre de choses qui est très pratique quand on fait de la CY. Donc vous voyez qu'il est quand même assez verbeux. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rangé dans mon cache, donc moi c'est dans room, clumsyape.conan, machin, toutes les répertoires qu'on vient de... Enfin, le package qu'on vient de voir ensemble. Alors je ne vais pas vous le montrer parce que ce serait rentrer dans les détails, mais en gros voilà, dans mon room j'ai un .conan/data qui contient tous les paquets avec lesquels j'ai déjà travaillé, donc moi en l'occurrence j'en ai un certain nombre. Vous voyez, j'ai Bzip2, expat, la libcurl, la libsodium, etc. Et à chaque fois j'ai un répertoire de sources, de build, machin. La même chose que ce qu'on vient de faire à la main, nous développeurs du paquet, se fait en fait normalement, atterrit quelque part dans votre cache. Et donc si on veut regarder quand même ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le fichier de recette en lui-même,
on va avoir du code Python assez classique, avec des attributs qui sont standards. Tout cela ici sont standards. J'attire votre attention notamment sur le nom et la version. Alors moi j'ai spécifié la version en dur là, pour la simplicité. La licence, des sources qu'on exporte en plus, on retrouve les fameux patchs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le générateur supporté, donc comme tout à l'heure, on va pouvoir générer du CMake ou peut-être de l'AutoTools. Pour l'instant, le support de CMake est le plus abouti, mais voilà. Pour nos consommateurs. Et ensuite, les settings qui définissent l'ABI, enfin la combinatoire de l'ABI qu'on va supporter. Alors là, comme ça, si vous regardez, ça paraît pas très clair, mais en fait, si on descend un peu, on pourra voir qu'il va regarder si on est sous Windows, etc. pour faire un certain nombre de choses. Donc les méthodes standards ici qui nous intéressent, c'est source qui va tirer les sources. Donc là, en fait, on va lire un fichier voisin pour aller chercher un point zip quelque part sur GitHub. On a build qui va appliquer des patchs et qui va appeler le wrapper Python de Conan pour CMake qui permet de rendre l'opération très simple, comme vous le constatez ici. Et on a package qui va donc rajouter la licence, les headers, les binaires avec un CMake install encore une fois. Il n'y a pas de grande surprise. Donc tout ça, c'est des tools là et compagnie, c'est CMake, ce sont des objets Conan, c'est des outils qui sont standards. À la lib Python de Conan. Voilà. Il y a plein d'autres méthodes que j'ai pas le temps de regarder, mais en gros, voilà l'idée. Vous implémentez des méthodes, c'est assez dirigiste. Encore une fois, si vous avez fait du bitbake, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises, mis à part que là, c'est du Python pur. Pour définir l'ABI, en fait, comment ça se passe? Vous avez des fichiers qu'on appelle des profils, et dans votre recette, vous avez des settings. Je viens de vous les montrer très rapidement. En général, les quatre qu'on retrouve, c'est le compilateur, l'OS, l'architecture matérielle et le type. Donc debug, release, très souvent. Mais le nombre et la sémantique sont entièrement customisables. Si vous faites une lib header only, dans Boost par exemple, vous n'avez aucune setting puisque vous avez juste des points H. Donc en fait, il n'y a pas de problème de compatibilité binaire. À l'inverse, vous pourriez avoir des settings bien à vous particulières par rapport au SOC peut-être, en plus de l'architecture matérielle. Chez mon client actuellement, ils font ça, ils différencient ARMv8, ARMv7 pour certaines plateformes matérielles sur lesquelles ils travaillent. Le fait est que c'est le packager qui les définit dans la recette et le consommateur, lui, va les exiger dans des fichiers. Et les deux vont en pratique, quand vous utilisez vraiment le paquet ou quand vous en demandez un précis avec une liste de settings concrète, vous avez un hash unique qui est généré par Conan. Et ce hash, ça représente l'ABI. C'est ça l'ABI pour Conan. Mais chaque recette trace sa ligne dans le sable. Encore une fois, vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez être très laxiste et dire compatibilité maximale comme pour une lib header only. Vous pouvez être complètement paranoïaque et forcer à chaque fois un hash différent pour que systématiquement il y ait une incompatibilité et qu'on reforce le rebuild. Vous avez beaucoup de pouvoir là-dessus. Et voilà un exemple de fichier de settings, en profil. Et alors ici on compile en natif. OS en fait c'est l'OS dit host, donc, mais en fait c'est la machine pour laquelle je compile. Et build dans leur jargon c'est la machine qui compile le paquet. Donc là on fait du natif Linux x86 64 bits. Si vous voulez faire du croisé, on pourrait définir notre distribution. Il y a un fichier de config YAML simple à comprendre pour ça. Et donc là on se retrouve avec j'ai ma distro de laquelle je compile qui tourne sur ARMv8 et je compile des paquets pour x86 64 bits en Linux. Linux. Voilà. Encore une fois, langage ini très simple. Dernier point, et puis on aura terminé. On va pouvoir redistribuer ces paquets assez simplement. Le client, il tire, il remonte ses paquets, et chaque paquet est identifié par un nom, une version, un auteur et un canal, comme je vous l'ai mis. J'ai remis un exemple en bas, la libpk de la version 1.9.1, compilée par moi, clumsyape/release. Voilà. Donc discuter d'une version avec ses collègues devient très simple, et vous utilisez le même nom quand vous construisez votre paquet, vous voyez ce que j'ai fait avec export, que quand vous le tirez, et quand vous le remontez au serveur. Donc là, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on fait un Conan install, source, build, package, export package. En fait, il y a une commande qui wrap tout ça qui s'appelle create, parce qu'on n'a pas envie de s'user les doigts à chaque fois quand même. Une fois que ça marche, on fait toujours create, et puis ça fait tout d'un coup quand on travaille sur son paquet. Et on va avoir donc notre paquet avec un nom, ici packaged, en version 0.1.0, faite par moi, et canal de debug. J'aurais pu choisir n'importe quoi, encore une fois.
Notez le hash en rouge que j'ai mis là, qui est arbitraire, je l'invente, mais imaginons que c'est le hash qui est associé à mon paquet. Si quelqu'un a besoin de exactement le paquet que je viens de faire, parce qu'en termes d'ABI ça match, les settings donc du client, enfin du consommateur, aboutissent au même hash, alors ça va matcher, et si j'avais uploadé mon paquet sur le serveur, il va pouvoir considérer qu'il est bon et qu'il peut le tirer de là plutôt que de le recompiler lui-même. Je vais pas avoir le temps de parler du côté serveur parce que je suis un peu bavard, je suis désolé. Tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est un cache distant, hein, c'est vraiment facile à mettre en place, il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Aujourd'hui, en général, on utilise JFrog Artifactory pour faire serveur d'artefacts. Donc moi, ce que je vous suggérerais, c'est juste d'essayer Conan. Que vous soyez dev ou intégrateur, ça peut être intéressant. Moi, je suis dans une équipe qui fait de l'intégration en ce moment, vraiment accès à intégration, et le choix de Conan a quand même été fait parce qu'il y avait beaucoup de dépendances à tirer d'environnements différents, Windows, Linux, etc. Et ça permet de dialoguer plus facilement et d'être plus réactif par rapport aux équipes, elles, de développement, qui respirent un peu quand elles voient qu'elles ont plus de mou pour demander des nouvelles versions, des nouvelles features, dans des modules third party ou open source. Donc le doc le site officiel est très bien fait, je vous recommande vraiment, il y a un tutoriel très sympa pour commencer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est Python, faut le vouloir, mais ça va, selon mon point de vue. Et puis voilà, packager une lib, essayez de packager un compilateur, parce qu'en fait c'est très flexible et c'est pas tant lié au C++ que ça même. Vous pouvez packager tout et n'importe quoi avec Conan, c'est assez générique, c'est le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le fait est que plus votre environnement d'aujourd'hui dans votre projet est complexe, en combinatoire, plus Conan va être susceptible de vous intéresser. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec ces quelques petites références vers des conférences desquelles je me suis inspiré pour faire cette petite conf. Merci beaucoup et bonne journée.